Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Ah, le passé composé. Rien que le nom, ça peut rappeler des souvenirs de cours de grammaire un peu compliqués, disons. Mais, et si on changeait de perspective? Si on voyait ce temps non pas comme une règle, mais comme la clé qui nous permet de raconter nos propres histoires en français, de partager qui on est, tout simplement. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est si important? Ce chiffre, il parle de lui-même. Imaginez, plus de 70%, oui 70% des actions passées dans une conversation de tous les jours, en français, eh bien elles utilisent le passé composé. Autrement dit, en maîtrisant ce seul temps, on a déjà débloqué la capacité de comprendre et de raconter l'énorme majorité des histoires du quotidien. C'est un raccourci incroyable pour parler plus couramment, non? C'est tellement vrai. Il ne s'agit pas juste de grammaire, loin de là. Il s'agit de connexion humaine. C'est toute la différence entre dire platement « hier je suis allé au cinéma » et pouvoir vraiment partager l'émotion, le rire, la surprise de ce moment. Le passé composé, c'est ce qui transforme un simple fait en un souvenir partagé. Bon, voici notre feuille de route. D'abord, on va bien comprendre pourquoi c'est la clé du récit. Ensuite, on plonge dans le grand dilemme, avoir ou être. Après ça, on s'attaque sans peur aux fameuses règles de l'accord. Puis, on verra comment tout ça prend vie dans une vraie histoire. Et enfin, le but ultime, comment on passe de la règle qu'on récite au réflexe qui vient tout seul. Allez, c'est parti. Première étape donc. Avant même de regarder les détails techniques, il faut bien saisir cette idée centrale. Le passé composé, c'est la colonne vertébrale de la narration en français. C'est le temps qui donne du corps, de la vie à nos souvenirs, à nos anecdotes. C'est le temps de l'action. Bien, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Au cœur du passé composé, il y a un choix fondamental, une décision qui change tout. Est-ce qu'on utilise l'auxiliaire « avoir » ou l'auxiliaire « être » ? C'est la première grande question à se poser. En fait, la règle est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Imaginez que l'auxiliaire « avoir », c'est l'autoroute principale. La quasi-totalité des verbes l'empruntent. C'est le choix par défaut. « Être » à côté, c'est un petit chemin privé réservé à un club très sélect d'une quinzaine de verbes. Des verbes qui parlent souvent de mouvement ou d'un changement d'état. Alors, comment on fait pour reconnaître les membres de ce club VIP? Il y a un moyen mnémotechnique, un genre de code secret que beaucoup connaissent, MRS Van der Tromp. Chaque lettre est la première lettre d'un de ces verbes. D'un coup, cette liste qui pouvait sembler un peu impressionnante devient beaucoup plus facile à mémoriser, pas vrai? Ok, on a notre auxiliaire. On passe maintenant au morceau qui fait souvent un peu peur, l'accord du participe passé. C'est vrai, c'est là que beaucoup de gens hésitent, mais pas de panique. On va voir que derrière ça, il y a une logique très claire. Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, le participe passé, c'est le mot qui vient juste après avoir ou être. Parler, fini, aller, fait. C'est lui, la star de l'accord. Et l'accord, qu'est-ce que c'est, au juste? C'est tout simple, c'est quand on modifie la fin de ce participe passé pour qu'il soit raccord, qu'il corresponde à un autre mot dans la phrase. Pensez à un caméléon, il change de couleur pour s'adapter à son environnement. Le participe passé, parfois, il fait pareil. On va commencer par le plus facile. Avec l'auxiliaire « être », il n'y a pas à réfléchir, c'est une règle d'or. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Si le sujet c'est « elle », on met un « e ». Si c'est « il », on met un « s ». C'est automatique, c'est simple, c'est constant. Maintenant, avec « avoir ». Là, c'est un peu plus subtil. C'est un vrai petit jeu de détective en 3 étapes. Étape 1. On cherche l'indice, le fameux COD, le complément d'objet direct. Pour le trouver, on pose la question « quoi » ou « qui ». Étape 2. On regarde où il est. Est-ce qu'il est placé avant le verbe? Ça, c'est la question cruciale. Et étape 3. Si la réponse est oui, alors on accorde. Si la réponse est non, on ne touche à rien. Regardons ça avec un exemple, c'est toujours plus clair. Si je dis « j'ai acheté les fleurs », le COD, c'est « les fleurs ». Il est placé après le verbe. Donc, pas d'accord, acheter reste tel quel. Mais, si je retourne la phrase, « les fleurs que j'ai achetées », ah, là le COD, les fleurs, est passé avant le verbe. Et donc, la règle s'applique, acheter prend un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Vous voyez? Tout est une question de place. Bon, voilà pour la mécanique. Mais la grammaire, si ça reste juste une théorie, ça ne sert pas à grand-chose, on est d'accord? Le but, c'est de communiquer. Alors voyons comment toutes ces règles s'animent pour construire de vraies histoires.
Ça, c'est un peu comme un kit de survie pour commencer à raconter. Quelques verbes super courants, leur auxiliaire et leur participe passé. Rien qu'avec ça, on peut déjà construire des dizaines et des dizaines de phrases et commencer à partager des choses. Une histoire, ce n'est pas juste des verbes bien conjugués. Ce qui donne vraiment de la vie, de la couleur, ce sont les petits mots comme hier, déjà, jamais. Ils donnent un contexte, une émotion. C'est ce qui transforme un simple fait en un petit bout de vie. J'ai vu un coucher de soleil. C'est une information. Hier, j'ai vu un magnifique coucher de soleil. Ça, c'est le début d'un souvenir. On arrive au but final. L'objectif, bien sûr, ce n'est pas de pouvoir réciter les règles par cœur. C'est de les intégrer tellement bien que ça devienne naturel, un réflexe. Que le bon accord, le bon auxiliaire viennent sans même y penser. Alors, comment on fait ça concrètement? Voici 3 petites habitudes super efficaces. La première, le journal du passé. Chaque soir, juste 2 ou 3 phrases sur ce qu'on a fait la veille. Ça ancre la structure. Deuxième idée, le jeu du compteur. On prend son téléphone, on s'enregistre en racontant un souvenir, n'importe lequel. Ça force à utiliser le passé composé à l'oral. Et enfin, le jeu du détective. Quand on lit un article en français, on s'amuse à surligner tous les passés composés. On se rend compte qu'il y en a absolument partout. Finalement, tout ça nous montre que le passé composé n'est pas du tout un mur, c'est une porte. Une porte ouverte sur tous nos souvenirs, nos expériences, nos anecdotes, tout ce qui fait de nous qui nous sommes. Maintenant que la technique est plus claire, la question n'est plus vraiment comment le dire, mais plutôt qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Alors, quelle est la prochaine histoire qui attend d'être partagée? Le passé composé. Rien que le nom, ça peut donner des sueurs froides, non? On a tous ce souvenir d'école. Ah oui, les listes de verbes à apprendre par cœur. Exactement. Et pourtant, on ne peut pas y échapper. C'est la clé pour raconter une anecdote, partager un souvenir, bref, pour créer du lien. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de dépasser ce blocage. On s'est plongé dans un guide qui promet de transformer cette règle de grammaire en quelque chose de beaucoup plus intuitif. C'est exactement ça. Et il faut bien comprendre à quel point c'est central. Le passé composé, c'est pas une option. C'est le pilier de la conversation. Les documents qu'on a analysés le chiffrent de manière assez frappante. Ah oui. Plus de 70% des actions passées dans une conversation de tous les jours sont exprimées avec ce temps. C'est le temps de l'action, du « et puis ». C'est le moteur de l'histoire, en fait. C'est le moteur, voilà. Sans lui, on est bloqué. On peut décrire une scène, mais on ne peut pas raconter ce qui s'y est passé. D'accord, alors, plongeons dedans. Pour bien comprendre, il faut commencer par la base, par la mécanique. La première question qu'on se pose toujours, le premier carrefour, c'est auxiliaire avoir ou auxiliaire être. Ça a toujours été ma hantise, cette décision. Alors oui, on va dédramatiser ça tout de suite. La formation du passé composé, en fait, elle repose sur une logique binaire. C'est assez simple au fond. D'accord. On prend l'auxiliaire, donc avoir ou être, on le met au présent et on ajoute le participe passé du verbe. C'est tout. Le choix, c'est ça la clé. Le choix, c'est la clé. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas à réfléchir. C'est avoir. C'est l'option par défaut. L'option par défaut, le réglage d'usine du passé composé, j'ai mangé, j'ai vu, j'ai compris, j'ai travaillé. D'accord, donc avoir est la norme. Mais c'est justement l'exception avec être qui semble toujours piéger tout le monde. On dirait une liste de verbes un peu aléatoire qu'il faut juste mémoriser bêtement. Il y a une logique cachée derrière ? Il y en a une, et c'est là que ça devient intéressant et qu'on sort du par cœur. Ces fameux verbes qui utilisent être, une quinzaine à peu près, ils sont pas choisis au hasard. Ils partagent presque tous un point commun. Ils décrivent un changement d'état ou un déplacement du sujet lui-même. Ah, Pensez-y. Naître, mourir, arriver, partir, monter, descendre. Dans tous ces cas, c'est le sujet qui subit une transformation. L'action est intrinsèque au sujet. je vois. Avec avoir, le sujet fait une action sur un objet extérieur, j'ai mangé, une pomme. Mhm. Avec être, l'action, c'est le sujet, je suis tombé. Ça change tout de le voir comme ça. C'est plus une liste, c'est une question de perspective. Est-ce que le sujet agit sur le monde extérieur, donc avoir, ou est-ce que le sujet lui-même change, et là c'est être? C'est précisément ça. Et c'est là que les astuces mnémotechniques, comme le fameux acronyme MRS Vandertrump, Oui. deviennent utiles. Elles sont pas la logique, mais un moyen de se souvenir des verbes qui partagent cette logique. L'autre image très parlante, c'est celle de la maison d'être. Oui, celle-là, je la connais. On imagine une maison et toutes les actions, on arrive devant, on entre, on monte l'escalier, on descend, on sort. C'est vrai que ça marche bien, quoique. Oui.
J'ai toujours eu l'impression que c'est une maison un peu dramatique. Les gens y naissent, ils y meurent, ils tombent dans les escaliers, il s'y passe beaucoup de choses en ville. C'est une maison à l'histoire riche, disons. Mais l'image fonctionne. Et il faut ajouter une dernière catégorie, très importante pour être clair. Tous les verbes pronominaux, sans exception. Ah oui, se lever, se laver. Voilà. Se souvenir, dès qu'il y a ce petit « se » ou « ça », l'auxiliaire est automatiquement « être ». Je me suis levé, elle s'est souvenue. Ok, le choix de l'auxiliaire est beaucoup plus clair maintenant, il y a une vraie philosophie derrière. Mais ce n'est que la première étape. Vient ensuite la partie qui, pour moi, a longtemps été le vrai cauchemar, l'accord du participe passé. On a l'impression qu'il y a des règles partout. En réalité, il n'y en a que 2 principales. Et là aussi, elles sont très logiques. Ah, j'attends de voir ça. La plus simple, c'est avec « être ». Quand l'auxiliaire est « être », la règle est absolue. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Toujours. Toujours. Elle est partie, ils sont venus, elles sont nées. C'est un réflexe. On voit « être », on regarde le sujet, on accorde. C'est automatique. C'est clair, pas de piège. C'est une relation directe entre le sujet et son action passée. Maintenant, attaquons-nous au monstre, l'accord avec « avoir ». C'est là que tout le monde se perd avec cette histoire de COD. Le fameux complément d'objet direct. Alors, la règle de base avec « avoir », c'est l'inverse de « être ». Par défaut, on n'accorde jamais. Jamais. Le participe passé reste invariable. On dit « j'ai acheté des fleurs ». Même si fleur est féminin pluriel, acheter ne bouge pas. Et pourquoi? Parce que l'objet de l'action, des fleurs, il arrive après le verbe. Au moment où on prononce acheter, on ne sait pas encore de quel objet il s'agit. Attendez, ça c'est une façon intéressante de le voir. Le verbe peut pas s'accorder avec quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Exactement. L'accord ne se fait que dans le cas unique et précis où cet objet direct est placé avant le verbe. Reprenons l'exemple. Les fleurs que j'ai achetées. Ici, grâce au mot « que », qui représente les fleurs, on sait de quoi on parle avant d'arriver au verbe. L'information est donnée en amont. Voilà. Le participe passé « acheter » a donc l'info nécessaire pour s'accorder avec les fleurs. La logique, c'est l'info sur l'objet précède l'action, donc l'action s'accorde. C'est fou, j'ai entendu cette règle des dizaines de fois, mais présentée comme ça, elle devient logique et non plus arbitraire. Le verbe doit savoir sur quoi il agit au moment où il est énoncé. La lettre que j'ai écrite. Au moment de dire « écrite », je sais que le « que » représente la lettre, donc écrite avec un « e ». Ça y est, je crois que ça a enfin cliqué pour de bon. C'est l'objectif. Comprendre la logique profonde plutôt que de mémoriser une formule. Et ça permet d'éviter les erreurs courantes, comme accorder avec un complément d'objet indirect. On dit « je leur ai parlé » et jamais parlé car « leur » est un COI. J'ai parlé à eux. Exactement. La règle du COD avant le verbe est très stricte. Bon, la théorie est posée, mais savoir la règle et l'appliquer spontanément dans une conversation, ce sont 2 choses très différentes. Comment on fait pour que ça devienne un réflexe? Oui, le guide insiste beaucoup là-dessus, sur le passage de la connaissance à la compétence. Ce qui n'est pas la même chose. Pas du tout. Et pour ça, il faut pratiquer de manière active et contextuelle. Fini les phrases à trous. Il faut produire du sens, quoi. C'est ça. Une des techniques suggérées, c'est la pratique quotidienne de 3 minutes. Chaque matin, on se force à raconter sa journée de la veille. Oralement. Oralement, sans notes. Hier, je me suis levé, puis j'ai pris mon café, je suis allé au travail. Au début, on hésite, on se corrige. Et puis, jour après jour, les schémas s'ancrent. J'ai essayé un autre exercice qu'il proposait, le jeu des souvenirs, et c'est vraiment puissant. L'idée, c'est de s'enregistrer en racontant un souvenir, en utilisant au moins 10 verbes au passé composé. J'ai raconté mon premier concert. Ah, excellent. Et forcément, j'ai dû dire « je suis allé à la salle »,« le groupe est arrivé sur scène »,« la musique a commencé »,« j'ai adoré »,« nous sommes rentrés tard ». Ça oblige à jongler constamment entre avoir et être. Et en se réécoutant, on repère ses propres erreurs. C'est une méthode excellente, parce qu'elle connecte la grammaire à l'émotion, à la mémoire personnelle. Et le guide complète ça par l'immersion consciente. C'est-à-dire? Par exemple, en lisant un article, on ne se contente pas de comprendre le sens. On prend un surligneur et on marque tous les passés composés. On réalise leur fréquence, on observe les structures. Et à l'oral, on peut faire pareil en écoutant un podcast, par exemple. Essayer de repérer chaque « je suis » et « j'ai ». Tout à fait. L'idée, c'est de faire baigner le cerveau dans le passé composé, sous toutes ses formes, jusqu'à ce qu'il devienne non plus une règle à appliquer, mais un outil disponible, un réflexe.
Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant dans cette analyse, c'est qu'elle ne s'arrête pas au verbe. Elle montre que le passé composé vit dans un écosystème de mots, des mots-clés qui l'appellent presque automatiquement. Oui, et ça c'est un point vraiment crucial. La grammaire, elle n'est pas isolée du lexique. Tout est lié. Tout est lié, il y a des déclencheurs. Le plus évident, c'est l'adverbe hier. Ah oui, bien sûr. Si une phrase commence par hier, le cerveau il se met tout de suite en mode passé composé. Hier, j'ai vu un film incroyable. Et il y a aussi déjà. Il est très courant, mais il ajoute une vraie nuance. Une nuance de surprise. Si je demande « Tu as fini ton travail ?» c'est une question neutre. Mais si je demande « Tu as déjà fini ton travail ?» le « déjà » transporte tout mon étonnement. L'action est achevée plutôt que prévue. C'est ça. À l'opposé, il y a la négation « ne jamais ». Oui, associée au passé composé, elle a une portée très forte, je trouve. Elle est presque existentielle. Dire « je ne suis jamais allé en Asie », c'est pas juste raconter une non-action. C'est définir une partie de son expérience de vie. C'est une déclaration sur son parcours. Absolument. Et pour situer dans le temps, il y a l'outil le plus courant à l'oral, « il y a ». J'ai déménagé ici il y a 3 ans. Simple, direct. Le plus simple. Et pour finir, une expression très riche qui fait le pont entre passé et présent. Depuis que. Ah oui, celle-là est intéressante. Depuis que j'ai commencé ce cours, ma confiance a grandi. C'est une structure magnifique. Elle prend une action ponctuelle et terminée dans le passé, j'ai commencé ce cours, et elle la désigne comme le point de départ d'une situation qui, elle, continue dans le présent. Elle tisse un lien de cause à effet. Exactement. C'est le signe d'une méprise plus fine de la narration. Faisons le point. Ce qui ressort de cette analyse, c'est que le passé composé est bien plus qu'une règle. C'est l'outil de base du conteur. Pour le maîtriser, il faut comprendre ces 2 mécanismes clés, le choix logique entre avoir et être, et la règle de l'accord avec avoir, qui est en fait une question de chronologie de l'information. Exactement. Et le plus important, c'est que la théorie ne suffit pas. C'est par la pratique active, raconter ses propres histoires et l'immersion consciente qu'on transforme cette connaissance en réflexe. Le but, c'est pas la bonne note? Non, le but ultime, c'est de débloquer sa propre voix, de pouvoir partager qui on est à travers ce qu'on a vécu, ce qu'on a accompli. C'est un enjeu de connexion humaine. C'est une perspective vraiment motivante. On se bat pas contre la grammaire, on apprend à utiliser un outil pour mieux s'exprimer. Tout à fait. Et pour aller plus loin, je voudrais soulever une dernière question. Notre guide explique parfaitement que le passé composé est le temps des actions qui font avancer l'histoire, des événements ponctuels. Mais une bonne histoire, c'est pas juste une succession de faits. C'est aussi un décor, une ambiance. Le contexte. Le contexte, voilà. Comment on peint cette toile de fond? C'est là qu'intervient l'autre grand temps du passé, l'imparfait. Ah, le fameux duo passé composé imparfait, le combat des titans. C'est moins un combat qu'une danse, en fait. J'aime bien l'image. La prochaine étape, pour devenir un vrai conteur, c'est de maîtriser cette danse. Alors voilà une réflexion pour la suite. On peut prendre un souvenir qui nous est cher. Une journée à la plage, par exemple. D'accord. Et on essaye de le raconter. On identifie les actions, les étapes. Nous sommes arrivés, j'ai couru dans l'eau, on a mangé une glace. Ça, c'est le passé composé. Le squelette de l'histoire. C'est ça. Et maintenant, on identifie les éléments du décor. Le soleil brillait, l'eau était froide, les gens riaient. Et ça, c'est l'imparfait. Le passé composé donne les actions, l'imparfait donne l'atmosphère. Le secret d'une narration vivante, c'est de savoir faire danser les deux ensemble.